Bonsoir à toutes et à tous. On pourrait parler d'effet domino. Il y a 2 semaines environ, le gouvernement suédois a annoncé son intention de reconnaître l'État palestinien, puis se fout autour du Parlement britannique. Et les députés espagnols vont bientôt se pencher eux aussi sur la question. Et le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, a récemment affirmé que son pays reconnaîtra lui aussi l'État palestinien, à la condition toutefois que cette reconnaissance soit utile à la paix. On peut dès lors se poser la question, les Occidentaux, Européens mais aussi peut-être Américains, entendent-ils imposer à Israël l'établissement d'un État palestinien à ses côtés, diplomatiquement, dans un premier temps, concrètement par la suite? Pour en débattre dans ce nouveau numéro de Tout est dans la presse, Richard Darmon de la revue Politique Internationale, Lali Deray de l'édition en français du Hamodia et Marius Chatner, journaliste et écrivain. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Et comme chaque semaine désormais, je m'adresse à Cyril Amar qui a épluché pour nous la presse. Cyril, c'est à vous. Nos confrères de l'agence de presse palestinienne Mahan ont raison de nous le rappeler, le vote britannique c'est avant tout un vote symbolique. Pourtant, Dror, vous le savez, en diplomatie, les symboles ont leur propre force. Le quotidien jordanien Al-Ghad l'a bien compris, lui qui publie cette semaine en une la copie de la déclaration Balfour. Vous savez, ce document qui promettait aux Juifs la création d'un foyer national en Palestine. Eh bien, 97 ans plus tard, écrit le journal, Londres vient de promettre aux Palestiniens leur propre État. Le oui britannique à la Palestine, ce n'est certes pas un séisme, mais c'est en tout cas une secousse, estime Raphaël Haren, le correspondant diplomatique du site israélien Times of Israel. À présent que le Parlement de l'ancienne puissance mandataire a reconnu l'État de Palestine, il sera de plus en plus difficile pour Israël de contrer ce type d'initiative. Un vote qui devrait d'ailleurs allumer en Israël un voyant d'alerte rouge. Voilà les mots du journal de gauche israélien à Haaretz. Un vote à l'effet boule de neige, renchérit le Jérusalem Post, car la motion adoptée par le Parlement d'un grand pays d'Europe occidentale légitime la position selon laquelle ce sont les Israéliens et non pas les Palestiniens qui sont à blâmer dans le conflit. L'autre son de cloche, on l'entend comme souvent dans les colonnes du Israël Hayom, le journal gratuit, proche du pouvoir. Sur le ton de l'ironie, Chaim Schein pique l'honneur des députés de la Chambre des communes. Visiblement, l'Angleterre, écrit-il, ne pardonnera jamais à un petit groupe de combattants de la liberté juive d'avoir contribué par leur courage et par leur détermination au démantèlement de l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Des réactions contrastées, on en trouve également dans la presse britannique. Pour le Guardian, le Parlement a adressé un message symbolique à Israël, un message auquel l'État hébreu devrait être attentif. Mais pour le Times britannique, la reconnaissance de la Palestine ne fera pas avancer la paix. Enfin, Dror, le journal Le Monde nous propose une carte interactive des 134 pays qui reconnaissent officiellement l'État palestinien. Parmi eux, une majorité de pays d'Afrique et du Moyen-Orient, mais pour le moment, je précise, aucune des puissances occidentales n'a encore franchi le pas. Merci beaucoup Cyril. Je m'adresse à vous, Richard Darmon. Lorsque le Haaretz parle d'un voyant rouge qui devrait s'allumer dans les consciences israéliennes, ça vous paraît être exagéré? Est-ce que les Israéliens peuvent dormir tranquilles? On ne va pas imposer une solution à 2 États? Écoutez, c'est pas la première fois, rien de nouveau sous le soleil, puisqu'il est vrai que l'Europe et les États-Unis examinent ensemble les conditions de faire pression, les moyens de faire pression sur Israël, à la fois pour tout ce qui concerne les localités juives en Judée-Samarie, Jérusalem et l'État palestinien. Il semble que le moment soit bien choisi de leur point de vue, mais mal choisi par rapport à la situation géopolitique qui prévaut au Moyen-Orient, avec l'alliance contre l'État islamique. Et surtout, c'est pas nouveau, rien de nouveau sous le soleil, disais-je, tout simplement parce que dans le passé, dans la dernière décennie, que ce soit sur la question de Jérusalem-Est ou des implantations, comme on dit, les prises de position européennes ont toujours été bloquantes pour Israël parce que partisanes, unilatérales, et en fait ajoutent et renforcent l'irrédentisme palestinien dans la mesure où il s'agit de positions très partisanes. Marius Chatner, j'imagine que vous ne partagez pas forcément cette analyse? Non, mais je crois qu'il faut prendre un peu de distance et puis voir les choses dans un contexte peut-être historique. Mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'inédit, contrairement à ce que Richard Darmon vient de dire? Parce qu'on a l'impression un petit peu d'un effet boule de neige, que cette reconnaissance de l'État palestinien par plusieurs instances. Il ne faut pas être... parlons d'un processus. Il n'y a plus de processus de paix depuis belle lurette. Il y a un processus dans le monde de reconnaissance d'un État palestinien. Maintenant, c'est un processus, ça peut durer longtemps, c'est essentiellement symbolique,
mais ça a un poids réel. Et si on compte les réactions qui étaient en Israël, qui sont intéressantes, parce que les réactions étaient différentes sur la Suède, qui était extrêmement véhémente, et on a ensuite eu l'impression qu'on était allé trop loin en Israël vis-à-vis de la Suède. Donc les réactions vis-à-vis du Parlement étaient beaucoup plus... Le Parlement britannique était plus mesuré. Mais c'est un processus. Et la question qui est importante, c'est la suivante. Est-ce que, de quelle mesure, c'est un processus qui est lié ou non à la politique israélienne, en particulier à la colonisation qui s'est développée d'une façon foudroyante au moment où commençait le processus de paix, ou c'est un processus, comme l'affirment les dirigeants israéliens, qui n'est pas lié, qui est lié ou à l'antisémitisme, ou à la montée de l'islam en Europe, ou à 150 autres raisons. En tout cas, pas la raison. Israël n'a rien à faire dedans. Lorsque le Jerusalem Post dit que ce genre de démarche, ce genre d'initiative dans les pays européens tend à faire attribuer à Israël et à Israël uniquement la responsabilité de l'échec des négociations. C'est vrai. C'est vrai, c'est doublement vrai. Ça tend et c'est vrai. Et vous le pensez véritablement? Donc vous vous réjouissez en fait de ce processus absolument. Je pense que c'est une très bonne chose. Surtout que, je veux dire, on a parlé de la reconnaissance de l'État palestinien, mais Israël avait signé la reconnaissance de l'État palestinien en acceptant la résolution de partage que les Arabes avaient refusée en 1947. C'est pas nouveau. Lali. Non, moi je pense que c'est vrai, c'est un processus, mais c'est un processus qui n'a pas commencé il y a quelques mois, c'est quelque chose, ça fait des années. L'Europe, elle a ses complexes de culpabilité par rapport à son passé colonialiste. Ils lui viennent de son passé colonialiste, elle se sent très coupable d'avoir été le pays où le soleil ne se couche jamais, on a dit de la Grande-Bretagne. Alors pour projet, attendez une seconde, pour ranger au plus profond, oui, je suis tout à fait d'accord, moi je parle maintenant, on parle aujourd'hui de l'Europe. Pour ranger au plus profond de ces tiroirs, ce passé honteux. Alors elle a une méthode un peu intéressante, l'Europe. Elle se mêle des affaires internes d'un pays. Donc elle fait du colonialisme politique. Elle fait c'est exactement ça. Ce qui se passe aujourd'hui. C'est un conflit qui concerne beaucoup de monde. C'est un conflit qui a des répercussions au-delà des seuls Israéliens et Palestiniens. Le conflit central dans le monde d'aujourd'hui, je trouve que c'est complètement déconnecté de la réalité. Ça veut dire que les gens continuent, quand quelqu'un comme John Kerry, parce que vous avez dit que c'était pas seulement l'Europe, quand quelqu'un comme John Kerry dit que si jamais on trouvait une solution au conflit israélo-palestinien, alors l'État islamiste, le conflit entre les chiites et les sunnites, on a toujours l'impression... Il n'a pas dit ça. D'abord, il n'a pas dit ça. C'est pas vraiment le sujet, mais... Non, mais c'est exactement ça. Vous dites quelque chose qui est hallucinant. Pour moi, c'est quasiment hallucinant. C'est la question des territoires, la question de l'occupation de la Cisjordanie, que vous appelez peut-être la libération, n'est pas une affaire intérieure israélienne. Je veux dire, la Cisjordanie, jusqu'à maintenant, légalement, n'est pas un territoire israélien. Il y a un territoire sous occupation israélienne. C'est faux. Il y a une autre opinion. Vous avez c'est un territoire israélien. Oui, c'est un territoire qui est disputé. Vous pouvez même disputer. C'est pas une affaire interne israélienne. Cette question, elle est effectivement discutée en Israël, mais je ne vois pas qui, en dehors des frontières israéliennes, notamment dans le monde occidental, en Europe ou aux États-Unis, à part peut-être certains courants de la droite américaine, partage les idées de Lali ou peut-être aussi les vôtres sur le fait que un État palestinien serait une catastrophe et que la Cisjordanie appartient à l'État d'Israël. Mais il est important dans cette affaire-là de remettre les montres à l'heure. Tout d'abord parce que, contrairement à ce que l'opinion majoritaire qui prévaut dans la communauté internationale, le conflit israélo-palestinien n'est malgré tout pas un conflit seulement territorial. Il y a des territoires disputés, certains disent occupés parce que ça fait partie de leur idéologie, mais dans le meilleur des cas, en étant, disons, juriste au sens strict, il y a des territoires disputés, comme avait dit à l'époque François Mitterrand. Or, la véritable question qui se pose aujourd'hui dans ces démarches européennes auxquelles emboîtent le pas les États-Unis, c'est de se demander si la création d'un État palestinien, comme ils le souhaitent, va pouvoir, disons, comme ils le pensent, ou font mine de le penser, va pouvoir alléger, réduire l'intensité des conflits au Moyen-Orient. Or, ce n'est pas le cas, on le sait très bien. Ok, je comprends bien cette vision des choses. Le problème, c'est que même si beaucoup de gens en Israël, et apparemment, on va voir un sondage tout à l'heure, c'est le cas de la grande majorité des gens, verraient plutôt d'un mauvais œil l'établissement d'un État palestinien aux côtés d'Israël, encore une fois, qui en Europe, qui dans le monde occidental, qui parmi les alliés les plus proches de l'État d'Israël partagent cette opinion. Les Américains majoritairement, les Européens également. Est-ce que les Israéliens sont contraints au suicide parce que les Européens veulent le pousser au suicide? Pour la majorité des Israéliens, je pense que vous allez parler du sondage d'Israël Hayom, la majorité d'Israéliens estiment
qu'un État palestinien en Judée-Samarie, aux portes du petit Israël, c'est un suicide. C'est un suicide sécuritaire. Je suis désolée, avec tout le respect dû à l'Europe et dû à John Kerry. Non, mais ce qui est frappant, l'opinion publique israélienne. D'abord le sondage, j'ai lu le sondage par d'un État palestinien sur les territoires, comprenant tous les territoires qui ont été occupés après 67. Or, il y a toujours eu, effectivement, il n'y a jamais eu une majorité en Israël dans la population juive pour un retrait de tous les territoires. Ça peut changer. Mais ce qui est frappant dans tout ça, c'est dans nos discussions, c'est qu'on fait de la psychologie sur les Européens, on explique que c'est un complexe de culpabilité. J'ai entendu aujourd'hui Lieberman, notre Talleyrand national, faire des remarques très intéressantes. Pourquoi la gauche ne soutenait pas vraiment les Palestiniens, mais qu'en fait, elle voulait absolument le vote des musulmans. Tout ça, toutes les explications vont. Il y a une seule explication qu'on ne comprend pas, elle est toute simple. La poursuite de la colonisation, et j'appelle ça une colonisation, est quelque chose qui non seulement rend impossible un règlement de paix, mais à mon avis, et ça c'est en tant qu'Israélien je parte, est une menace mortelle pour la société israélienne. C'est dommage de voir un Israélien reprendre presque textuellement les thèses palestiniennes. Parce qu'effectivement, l'Europe a acheté la thèse centrale de la propagande palestinienne selon laquelle la présence juive en Judée-Samarie était une colonisation. Seulement l'Europe, les États-Unis. Oui, mais justement, il y a quand même un problème de fond à propos de l'État palestinien. Et surtout de cette démarche des Européens, c'est qu'en appuyant de manière partisane les positions palestiniennes et en bloquant Israël, en fait, comme l'avait dit le travailliste, le ministre des Affaires étrangères de Barak à l'époque, au moment du sommet Camp David, le Shlomo Ben Ami, c'est que ces positions renforcent l'irrédentisme palestinien dans la mesure où ils ne les mettent pas devant leur responsabilité. On va voir le sondage dont on parlait à l'instant, un sondage paru donc dans le Israël Hayom, un journal très proche du gouvernement israélien, selon lequel 74,13% des juifs israéliens sont opposés à la création d'un État palestinien dans les frontières de 67 et 67,2% des juifs israéliens opposés à la partition de Jérusalem. On peut également se poser la question de savoir dans quelle mesure les frontières de 67, c'est pas un terme un petit peu trompeur, puisqu'il est question de rectification de frontières, Lali. Ok, très très bien. Moi je pense que oui. Ça fait 25% qui sont pour, c'est beaucoup. C'est pas mal. Donc je fais partie d'ailleurs. Voilà, très bien. 25%, c'est pas peu parmi les juifs israéliens. Non, mais il y en a qui s'abstiennent. Personne, même parmi les partisans d'un État palestinien, ne soutient le retour stricto sensu aux lignes de 67. Oui, d'accord, mais dans cette question, c'est une question de sémantique. Je pense, et je l'ai dit déjà plusieurs fois sur ce plateau, je pense que l'opération Roc inébranlable a prouvé... Bordure protectrice, pardon, j'ai traduit de l'hébreu. L'opération Bordure protectrice a planté le dernier clou dans le cercueil de l'État palestinien. Les Israéliens ne veulent plus entendre parler. Ils ont vu à quoi les mène. Je ne pense pas. Je pense que les Israéliens ont très bien compris que c'est un justement, vous parlez de processus, c'est un processus aussi psychologique. Seulement le problème avec la gauche, c'est qu'elle souffre un mal qui s'appelle la dissonance cognitive. Ça y est, encore la psychologie. Oui, c'est encore on est dans la psychologie. Mais parce que je suis persuadée. Moi, je ne fais pas de la psychologie. Je vais faire de la psychologie sur mes intervenants. Je vais expliquer pourquoi. Je ne parle pas de Marius Shatner. Non, mais je veux dire de vous autres. Je veux dire, pourquoi ne pas discuter sur les faits et pourquoi les faits. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Je pense que sur le dossier, il faudrait savoir. Il faudrait peut-être lever le rideau sur toute cette mise en scène qui consiste à culpabiliser Israël dans une position de ne pas vouloir un processus de paix, de ne pas vouloir discuter des Palestiniens, alors que c'est l'inverse. Ce sont les Palestiniens qui ont fait obstruction depuis 5-6 ans à une avancée du processus pour vraiment recentrer le débat, Marius Shatner, à partir du moment où de plus en plus de pays européens semblent se diriger vers une reconnaissance unilatérale de l'État palestinien, est-ce que ce n'est pas encourager des méthodes unilatérales, encore une fois, et donc ce n'est pas encourager les Palestiniens dans leur volonté de tourner le dos à toute possibilité d'une paix négociée? Il y a un petit détail qu'on oublie. Il propose la création d'un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël, pas à la place de l'État d'Israël. L'irrédentisme palestinien ne veut pas ça. L'irrédentisme palestinien veut toute la Palestine. Je pense que c'est une petite caricature pour illustrer le débat de notre ami et collègue Michel Kishka avec David Ben Gurion en 1948 qui écoute à la radio, bien évidemment, le vote aux Nations Unies. La Suède, oui, le Royaume-Uni, abstention. Et puis Mahmoud Abbas en 2014, la Suède, oui, le Royaume-Uni, oui, etc. Je ne pense pas du tout que ça les pousse à l'irrédentisme. Et les gens qui sont irrédentistes, d'ailleurs, s'en réjouissent pas particulièrement. Simplement, ce qui est vrai, c'est que ce processus dit de paix est mort, mais il n'est pas mort depuis... L'unilatéralisme palestinien, c'est la solution? Mais il n'y a pas d'unilatéralisme palestinien. On parle de diplomatie. Je veux dire,
pour négocier même avec Israël, on doit négocier, les Palestiniens doivent négocier sur une base concrète. Et l'idée, c'est l'idée d'un partage de ce qu'on appelle Eretz Israël ou la Palestine. Et à partir, je ferai remarquer d'ailleurs, c'est très curieusement, que le Premier ministre israélien a dit qu'il était d'accord. Et il a dit ça. Alors quel crédit lui apporter? Le Premier ministre en 2009 a présenté une position favorable à la création d'un État palestinien avec des conditions. Ceci dit, une petite réflexion sur la on est désolé, la caricature de Kishka. Je trouve que l'Europe a beaucoup changé depuis l'époque de 48. C'est vrai, merci Richard Damon, Lélie Deray et Marius Chatner, merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, vous avez, si vous reste à faire, lire la presse en ligne ou sur papier, elle existe encore. Et regardez avec 24 News, bien sûr, à la semaine prochaine. Commençons la psychologie.